Une carte ancienne montre une route de pierre sous la mer. Le rivage qu'elle vise aurait disparu avant son dessin officiel. Alors, qui a vu ce chemin noyé? Et pourquoi l'avoir conservé, si tard, dans des archives impériales? Nous parlons d'une énigme cartographique, mais pas seulement. Car une vieille carte peut mentir de plusieurs façons. Elle peut copier un document perdu. Elle peut mélanger des époques sans prévenir. Elle peut aussi garder un détail réel, jugé impossible aujourd'hui. Et ici, ce détail coupe l'image en deux. D'un côté, une côte connue. De l'autre, une chaussée minérale vers une terre absente. Pas un simple récif, pas une ligne décorative. Un passage orienté, prolongé, presque intentionnel. La question n'est donc pas seulement où. La vraie question devient quand ce rivage existait encore. Et si la date officielle arrive trop tard, quelque chose cloche déjà. Le plus troublant, c'est la logique même du dessin. Sur les cartes maritimes sérieuses, tout espace coûte de l'encre. Chaque trait utile sert à naviguer, taxer, défendre ou revendiquer. On n'ajoute pas facilement une route de pierre imaginaire, surtout en mer. Un tel symbole attire l'œil, risque l'erreur et crée du doute. Donc soit le cartographe a repris un renseignement plus ancien, soit il a reçu une tradition locale jugée fiable, soit nous lisons mal ce que représente cette ligne. Et chacune de ces options ouvre un piège différent. Car si c'est une copie, l'original manque. Si c'est une mémoire orale, elle a survécu longtemps. Si c'est un autre symbole, alors toute l'interprétation déraille. Avant même de chercher la côte perdue, il faut comprendre pourquoi ce signe a survécu au transfert. Commençons par l'hypothèse la plus sobre. La carte tardive ne serait pas vraiment tardive. Elle serait un palimpseste administratif. Un document neuf, rempli d'informations anciennes. C'était fréquent. Les empires copiaient, corrigeaient et réemployaient sans tout redessiner. Un port bougeait, une frontière changeait, mais certains fonds restaient. Les contours anciens passaient d'une main à l'autre, et avec eux, des erreurs, ou des vérités oubliées. Dans ce cas, la route de pierre ne daterait pas du tout du dessin final. Elle daterait d'une source plus vieille, peut-être côtière, peut-être fiscale. Un relevé de mouillage, un registre de passage, une note de pilote. Le problème, c'est qu'une copie fidèle prolonge aussi les fantômes. Une île disparue peut vivre un siècle sur papier. Une baie comblée peut rester ouverte dans les bureaux. Plus un État devient vaste, plus ses cartes héritent d'anciens mondes. Et soudain, l'anomalie devient crédible. Pas comme preuve directe, comme fossile documentaire. La pierre sous l'eau ne parle peut-être pas depuis la mer. Elle parle depuis un dossier plus ancien, aujourd'hui perdu. Mais une copie ne suffit pas à tout sauver. Encore faut-il qu'un détail aussi étrange mérite d'être recopié. Là intervient le deuxième niveau. Les cartes de côte gardent surtout ce qui gêne, guide ou rapporte. Un haut fond tue, un chenal sauve. Une chaussée rocheuse peut bloquer un navire, mais elle peut aussi marquer un ancien passage à marée basse. Et si ce passage servait autrefois aux hommes, au bétail ou au sel, son souvenir pouvait survivre bien après sa noyade complète. Les marins aiment les repères tenaces, les administrations aussi. Un trait reste car il explique un danger, ou un droit, ou une ruine. Et si cette route menait vraiment à un rivage disparu, elle pouvait continuer d'exister comme frontière invisible. Un lieu où l'on savait encore pêcher, lever un impôt ou éviter une coque brisée. La mer efface les usages en surface. Les archives, parfois, les retiennent plus longtemps. Et si cette côte n'avait pas disparu d'un seul coup? C'est là que l'énigme devient géographique. Un rivage peut mourir lentement, centimètre par centimètre. Il peut aussi reculer par secousses. Séismes, tempêtes, affaissements, delta mobiles, barres sableuses. Nous imaginons souvent une côte comme une ligne nette. En réalité, c'est une négociation entre roches, vagues, sédiments et niveaux marins. Une chaussée visible un siècle peut devenir intermittente le suivant.
puis invisible en surface, mais encore détectable aux faibles marées, puis totalement noyé. Alors, quand dit-on qu'un rivage a disparu? Quand les maisons partent? Quand les cartes changent? Quand la mer couvre tout, même aux marées basses? Cette nuance compte énormément, car la date officielle d'une carte et la date réelle d'une disparition ne parlent pas du même temps. L'administration date l'encre. Le paysage, lui, disparaît par étapes, et une route de pierre peut survivre à son propre monde pendant des générations. Pensons aux littoraux peu profonds. Si la pente est faible, quelques décimètres transforment tout. Un marais devient lagune. Une lagune devient baie. Une bande sèche devient haut fond. Une route empierrée devient alignement sous-marin. De variation peut déplacer le rivage très loin. Pas partout, mais sur certaines côtes plates, l'effet est spectaculaire. Vu d'aujourd'hui, cela ressemble à une invention. Vu d'hier, c'était peut-être un simple passage quotidien. Cette différence de perspective crée l'illusion du mystère absolu. Nous lisons une mer stable. Les anciens vivaient une côte mobile. Si le cartographe a reçu un savoir né dans cette zone floue, il a pu dessiner un trait ni totalement vivant, ni complètement mort. Un reste pratique, une mémoire utile, pas un monument romantique, encore moins une légende. Et cette possibilité change le cœur du problème. La carte ne décrirait pas un impossible. Elle fixerait un moment intermédiaire que nos catégories modernes supportent mal. Reste une objection forte. Pourquoi parler d'une route de pierre précisément? Pourquoi pas un banc, un récif, une crête? Parce que certaines formes sous-marines paraissent artificielles, même sans l'être. La géologie adore les lignes trompeuses. Un ancien cordon littoral peut sembler maçonné. Une barre rocheuse fracturée peut ressembler à une chaussée. Des dalles calcaires alignées donnent une impression de construction. Dans l'eau claire, l'œil complète très vite les vides. Et quand une tradition locale nomme un lieu, le dessin suit parfois le nom autant que la forme. Un passage appelé route finit représenté comme route. Ce glissement n'est pas une fraude, c'est une traduction visuelle. Le cartographe convertit un mot marin en trait lisible. Alors la pierre peut être vraie, sans que l'ouvrage soit humain. Mais ce scénario a son propre vertige. Si la carte encode une forme naturelle interprétée comme passage, pas seulement où il se trouvait, elle conserve une manière ancienne de voir la mer. Et cela vaut presque autant qu'une mesure exacte. Pour trancher, il faudrait comparer plusieurs couches de preuves. D'abord, la symbolique cartographique du document lui-même. Le trait ressemble-t-il à un chemin terrestre, à un haut fond ou à une limite bathymétrique stylisée? Ensuite, la toponymie. Les noms autour évoquent-ils un pont, un gué, une chaussée, une rive? Puis, la géomorphologie. Le fond marin garde-t-il une structure linéaire cohérente? Enfin, la chronologie des copies. Le détail apparaît-il seulement sur un exemplaire ou se répète-t-il dans d'autres séries? C'est là que beaucoup d'énigmes s'effondrent. Une seule carte impressionne, une famille de cartes convainc, et une route de pierre recopiée sur plusieurs générations cesse d'être un caprice isolé. Elle devient un héritage d'informations, peut-être déformé, peut-être simplifié, mais assez robuste pour survivre aux scribes. Quand un détail traverse le temps administratif, ce n'est pas une preuve finale, c'est un signal sérieux. Maintenant, imaginez la scène inverse. Le rivage n'a pas disparu avant la carte. C'est la date officielle qui trompe. Beaucoup de documents ont une naissance administrative et une vie matérielle plus longue. Le papier peut être catalogué tard. Le dessin peut être révisé en plusieurs temps. Une mention peut être ajoutée après coup. Un atelier peut reprendre une base ancienne, y poser un cadre plus récent, puis la verser aux archives. Résultat, nous lisons une année. Le document contient plusieurs époques. Cette possibilité semble technique. Elle est en fait explosive, car elle retire au mystère son point d'appui principal. Si la carte n'est pas d'un seul moment, alors l'écart chronologique se dissout partiellement. Le chemin noyé n'annonce pas une connaissance impossible. Il révèle un objet composite. Et les archives impériales produisaient souvent ce genre d'objet.
des cartes vivantes, réparées, annotées, déplacées, reclassées. Le dossier a une date, le tracé a une histoire. Confondre les deux crée des miracles artificiels. Pourtant, même dans ce cas, tout ne s'éclaircit pas. Pourquoi ce trait précis aurait-il résisté aux révisions, quand tant d'autres détails disparaissent? Souvent, ce qui survit n'est pas le plus exact, c'est le plus utile, ou le moins contesté. Un vieux chemin marin peut rester parce qu'il aide encore à repérer un danger, un mouillage ou une juridiction. Les cartographes corrigent d'abord ce qui coûte cher. Une forteresse déplacée, un chenal principal, un cap stratégique. Mais une formation secondaire peut glisser d'atelier en atelier, presque intacte, parce qu'aucun responsable n'a intérêt à l'effacer. C'est une inertie documentaire. Et l'inertie, dans les archives, fabrique des survivants. Parfois, elle garde des absurdités. Parfois, elle sauve des réalités que le terrain a perdues. Le piège, c'est que les deux se ressemblent visuellement. Une erreur recopiée et une mémoire fossile peuvent produire le même trait noir. D'où l'importance du contexte. Une énigme cartographique ne se résout presque jamais par le dessin seul. Elle exige de relier encre, fond marin, usage et calendrier. Il existe un autre facteur, encore plus discret. Le niveau de la mer n'est pas le seul coupable. Des côtes entières s'enfoncent. Les deltas se tassent. Les séismes abaissent des secteurs. Les lagunes s'ouvrent. Les tempêtes percent des cordons sableux. En quelques décennies, un paysage peut changer de logique. Pas forcément de façon spectaculaire depuis le large, mais assez pour condamner un passage ancien. Dans cette lecture, la route de pierre serait le vestige d'un monde côtier réorganisé par l'affaissement local. La terre n'aurait pas seulement été mangée par la mer, elle serait descendue vers elle. Et cela change tout. Car un affaissement rapide laisse parfois des indices alignés. Anciens murs à faible profondeur, sol noyé, troncs submergés, structures déplacées. Le dessin cartographique, alors, cesse d'être un caprice d'atelier. Il devient peut-être le témoin indirect d'une catastrophe lente. Pas hollywoodienne, juste assez lente pour être archivée. Juste assez rapide pour brouiller les générations suivantes. Les civilisations littorales connaissent bien ce genre de disparition. Un port sans sable, puis meurt. Une rive se noie, puis devient légende pratique. Des pêcheurs parlent encore d'un chemin sous l'eau. Des collecteurs d'impôts continuent d'utiliser l'ancien nom. Un scribe note ce qu'on lui dit. Un cartographe fige la mémoire. Des décennies passent. Puis nous arrivons avec nos dates nettes et nous découvrons un trait qui semble impossible. Ce n'est pas toujours un secret enfoui. Parfois, c'est un décalage entre trois horloges. L'horloge du paysage, l'horloge des habitants, l'horloge des archives. Elles ne battent presque jamais ensemble. Le littoral change quand il change. La population adapte son langage plus lentement. L'administration plus lentement encore. Quand ces rythmes se superposent mal, une carte peut montrer un monde déjà parti, mais pas encore oublié. Et cette explication est presque plus dérangeante qu'un miracle, parce qu'elle paraît ordinaire tout en déplaçant notre confiance. Reste la tentation la plus dangereuse. Transformer chaque anomalie en preuve de civilisation perdue. C'est séduisant, rapide et souvent faux. Une route sous-marine n'implique pas automatiquement des bâtisseurs disparus. Elle peut être naturelle. Elle peut être tardive. Elle peut être symbolique. Elle peut être héritée. Mais il ne faut pas tomber dans l'excès inverse. Tout réduire à une erreur de copiste efface aussi la valeur des savoirs côtiers anciens. Les marins, pêcheurs, pilotes, percepteurs et arpenteurs ont souvent vu des choses que les cartes officielles fixaient mal. Leur monde était moins spectaculaire, mais plus précis localement. Un banc qui se découvre,
une ligne de roche dangereuse, un passage saisonnier, une ruine noyée dont on connaît encore l'emplacement. Ce genre d'information survit parfois sans explication complète. Et quand elle remonte dans une archive impériale, nous avons tendance à sous-estimer son ancrage réel. Le mystère n'exige pas l'exagération. Il exige de supporter l'incertitude sans la remplir trop vite. Alors, qu'est-ce que cette route de pierre change vraiment ?